Le traité de l'âme d'Aristote, livre 3e, chapitre 4. Sommaire. Théorie de l'intelligence, rapport de l'intelligence à la sensibilité. Elle est aux choses intelligibles ce que la sensibilité est aux choses sensibles. Mais l'intelligence est impassible et parfaitement distincte des choses, comme l'a dit Anaxagore. Différence de l'intelligence et de la sensibilité. La sensation, quand elle est trop violente, ne peut plus être perçue. Au contraire, plus un objet est intelligible, plus l'intelligence le comprend. L'intelligence est en puissance les objets intelligibles eux-mêmes. Explication de cette théorie, l'intelligence peut se penser elle-même, et comment? Quant à cette partie de l'âme par laquelle l'âme connaît et réfléchit moralement, que cette partie soit d'ailleurs séparée ou qu'elle ne soit pas séparée en réalité et le soit seulement en raison, il faut voir ce qui la distingue des autres et rechercher comment se produit l'intelligence. Puisque l'intelligence ressemble à la sensation, elle se réduit à éprouver une action de la part de l'objet intelligible ou à quelque autre chose d'analogue. Il faut donc que cette partie soit impassible, mais qu'elle soit capable de recevoir la forme des objets et qu'elle soit en puissance telle que la chose sans être la chose elle-même. En un mot, il faut que ce que la sensibilité est à l'égard des choses sensibles, l'intelligence le soit à l'égard des choses intelligibles. Il est donc nécessaire, puisqu'elle pense toutes choses, qu'elle soit distincte des choses, ainsi que le dit Anaxagore, afin qu'elle les domine, c'est-à-dire afin qu'elle les connaisse. Sa lumière intérieure, quand elle paraît, empêche de voir l'objet étranger et l'éclipser. Par conséquent, il ne peut y avoir pour elle d'autre nature que celle-là seule, à savoir d'être en puissance. Ainsi donc, ce qu'on appelle l'intelligence de l'âme, je veux dire ce par quoi l'âme raisonne et conçoit, n'est en acte aucune des choses du dehors avant de penser. Voilà aussi pourquoi il est rationnel de croire que l'intelligence ne se mêle pas au corps, car elle prendrait alors une qualité. Elle deviendrait froide ou chaude, ou bien elle aurait quelque organe, comme on a la sensibilité. Mais maintenant, elle n'a rien de pareil, et l'on a bien raison de prétendre que l'âme n'est que le lieu des formes. Encore faut-il entendre, non pas l'âme tout entière, mais simplement l'âme intelligente, et non pas les formes en toute réalité, en entéléchie, mais seulement les formes en puissance. Du reste, on voit clairement, quand on considère les organes et la sensation, que l'impassibilité de la partie de l'âme qui sent et celle de la partie intelligente ne sont pas du tout semblables. La sensibilité, en effet, ne peut pas sentir l'objet quand la sensation qu'il produit est trop forte. Ainsi, elle ne perçoit pas le son au milieu de sons violents. Et quand les couleurs sont trop vives ou les odeurs trop fortes, elle ne peut ni voir ni odorer. Tout au contraire, l'intelligence, quand elle pense quelque chose de fortement intelligible, loin de penser moins bien les choses qui sont plus faibles, les pense encore mieux. C'est que la sensibilité ne peut s'exercer sans le corps et que l'intelligence en est séparée. Mais lorsqu'elle pense, elle devient les choses qu'elle pense, en ce sens où l'on dit d'un homme qu'il est savant, parce qu'en effet il est savant en acte. Et c'est ce qui a lieu du moment que l'intelligence peut agir par elle-même. Elle n'en est pas moins alors également en puissance de certaines façons, mais elle n'est pas tout à fait comme elle était avant qu'elle eût appris ou découvert la chose, car alors elle peut aller jusqu'à se penser elle-même. Mais on peut remarquer qu'être une grandeur et être la grandeur sont des expressions fort différentes, ainsi qu'être de l'eau et être l'eau le sont aussi. Il en est de même dans bien d'autres cas encore, mais non pas pourtant dans tous sans exception. Et ainsi quelquefois ce sont des expressions identiques qu'être la chair et être de la chair. Ces nuances sont-elles distinguées par une faculté différente dans l'âme, ou du moins par l'âme autrement disposée? C'est qu'en effet cette chair ne peut pas exister sans la matière, et c'est comme le Camus qui est telle chose dans telle autre chose.
Or, c'est par la sensibilité que nous distinguons le froid et le chaud, et les éléments qui servent de quelque façon à composer ce qu'on appelle la chair. Mais c'est certainement par une autre faculté qui est séparée, ou qui du moins devient à elle-même ce que la ligne brisée est à elle-même aussi quand on la redresse, que nous jugeons ce que signifie être la chair. En outre, dans les études abstraites, on considère la ligne droite absolument comme nous considérions tout à l'heure le camus. On ne la conçoit qu'avec la continuité matérielle d'un corps. Mais quant à l'essence, s'il y a bien une différence entre ces deux expressions être droit et être le droit, c'est certainement par une autre faculté que nous jugeons et admettons cette dualité. L'esprit distingue cette différence par une autre faculté, ou du moins parce qu'il est autrement affecté. En général, de même que sont les choses de la matière quand elles en sont séparées, de même aussi sont les choses propres à l'intelligence. On pourrait demander, en supposant que l'intelligence soit parfaitement simple, impassible et n'ait rien de commun avec quoi que ce soit, ainsi que le veut Anaxagore, comment elle peut penser, si penser c'est éprouver et souffrir quelque chose. Car c'est seulement en tant qu'il y a quelque chose de commun entre deux termes que l'un paraît agir et l'autre souffrir. On pourra se faire encore une pareille question si l'intelligence elle-même est intelligible. Car ou bien l'intelligence se retrouve dans les autres choses si elle-même n'est pas intelligible d'une autre manière qu'elle, et que l'objet intelligible soit quelque chose de spécifiquement un, ou bien l'intelligence aura quelque chose de mélangé qui la rendra intelligible elle-même comme tout le reste des choses. Mais souffrir, c'est-à-dire pâtir, selon quelques rapports communs, s'explique par la distinction faite plus haut que l'intelligence est en puissance comme les choses mêmes qu'elle pense, sans en être aucune en réalité, en entéléchie avant que de les penser. Évidemment, il en est ici comme d'un feuillet où il n'y a rien d'écrit en réalité, en entéléchie, et c'est là le cas même de l'intelligence. De plus, elle est elle-même intelligible comme le sont toutes les choses intelligibles. Pour les choses sans matière, l'être qui pense et l'objet qui est pensé se confondent et sont identiques. Ainsi, la science spéculative et l'objet su de cette façon sont un seul et même objet. Resterait à rechercher, il est vrai, pourquoi l'intelligence ne pense pas toujours. Mais c'est dans les choses matérielles que sont en puissance toutes les choses intelligibles. Par conséquent, l'intelligence ne sera pas dans les choses matérielles, puisque l'intelligence est précisément la puissance sans matière de ces choses mêmes. Mais c'est dans l'intelligence que sera réellement l'objet intelligible.